on est confié de s'assurer que n'importe où dans le monde, on puisse accéder à, par exemple, Optimism de façon rapide. Justement, Anchor, on est les plus décentralisés justement pour cette raison, car on utilise des bare metal servers. Pour que Anchor soit down, il faut que tous les serveurs dans lesquels on est live, donc de plein d'entreprises différentes, de data centers, de tout ça, soient éteints au même moment, ce qui est pratiquement impossible. Alors moi je suis très zero knowledge en ce moment, donc on travaille très proche. C'est ça, voilà, je travaille très proche avec Matter Labs, donc ZK Sync, avec Scroll aussi, Taiko, même Polygon avec ZK VM, Optimism avec enfin bref. Après Optimism c'est Optimistic Rollups, mais oui, toutes ces zero knowledge ça me passionne. Moi je pense personnellement que l'adoption de la crypto de masse va arriver d'une façon très différente de laquelle on y pense. Hello à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle interview. Cette fois-ci j'ai le plaisir de recevoir Amos de Anchor. Hello. Salut tout le monde. Salut CryptoPixel. Comment ça va? Bah écoute tout roule. Le marché a pris de bonnes couleurs. Donc en ce moment on est dans une bonne vibe, tout va bien, on fait de l'argent, on va pas se plaindre. Je pense que c'est un petit peu ce à quoi tout le monde pense quand on pense au marché. Donc tout va bien. Et surtout, ce qui est plutôt cool, c'est que les équipes marketing en profitent pour communiquer plus. Et maintenant, on commence à avoir de nouveaux projets, éveiller, se lancer, etc. On peut le voir sur Solana. On peut voir aussi l'avènement un petit peu des Layer 2 sur Ethereum et des différentes solutions d'infra autour de ces Layer 2. Donc c'est des moments assez intéressants parce que en bear market, tout le monde build et peu de personnes parlent vraiment de ce qu'ils font. Et là, on est vraiment on rentre dans le jeu, on est dans le moment où tout le monde parle de ce qu'il fait et tout le monde essaie d'avoir de l'attention. Donc c'est assez marrant comment tout est en train de se concentrer en ce moment sur les réseaux. Ouais, c'est vraiment génial. Et puis c'est vraiment dans ces moments-là où on stress test les capacités des blockchains. Donc c'est là où on doit montrer au monde qu'on a finalement atteint cette. Et pas tomber en panne. Ouais, voilà, exactement. C'est cette technological curve où on est enfin prêt de onboard les milliards d'utilisateurs sur les blockchains. Bon, en tout cas, c'est un plaisir de te recevoir. Je pense qu'aujourd'hui, ça va être l'occasion d'expliquer un petit peu à tout le monde ce que c'est Anchor. Parce que, est-ce que je prononce bien déjà? Oui, tout à fait. Oui. Tout va bien, tout va bien. Anchor. Ouais. Anchor, voilà. On va expliquer un petit peu ce que c'est. Ça va être l'occasion aussi de parler un petit peu ce que toi tu fais, d'où tu viens, quel a été ton parcours en crypto, et surtout de comprendre les spécificités techniques d'Anchor, qui est en soi un des piliers de l'infra du Web3 qu'on voit aujourd'hui. J'ai été assez surpris de voir les gros noms avec lesquels vous travaillez. Des fois, on a l'impression que tout est fait maison, que voilà, tout le monde est autonome, indépendant, etc. Mais j'ai l'impression que il y a pas mal de personnes et pas mal de gros layer one, pas mal de blockchain, etc. qui utilisent Anchor. Donc, je pense que ça va être assez intéressant d'en parler. J'ai vu qu'il y avait Iril qui en avait parlé, qui avait parlé d'Anchor il y a un petit moment, qui est un créateur de contenu du coup, qui avait mis un petit peu au goût du jour Anchor avec une vidéo d'analyse fondamentale, etc. Mais je pense que ça va être intéressant de la compléter avec tes propres mots parce que toi tu travailles là-bas. Du coup, est-ce que tu peux peut-être te présenter pour les gens qui nous regardent, qui ne te connaissent pas? Je pense que ça peut être l'occasion de savoir un petit peu qui tu es. Tout à fait. Ouais, alors moi c'est Amos. Je suis français et à moitié anglais et j'ai fait mes études dans une école de commerce à Oxford et mon rêve a toujours été de participer dans les évolutions tech. Donc voilà, en tant que Français, le rêve c'était d'aller à la Silicon Valley. Et puis j'ai été très rapidement passionné par tout ce qui est trading et puis les marchés financiers, que ça soit traditionnel ou crypto. Et j'ai eu l'occasion de rejoindre Anchor il y a à peu près 3 ans. Le parcours est assez atypique parce que j'ai commencé en tant que stagiaire et puis voilà, maintenant je dirige l'équipe business development ici à Anchor et puis j'habite à San Francisco. Donc définitivement une évolution géniale et voilà, je suis extrêmement heureux d'être ici et de vous expliquer les dessous de Anchor et au final les dessous de l'infrastructure blockchain parce que je suis sûr que il y en a plus d'un qui vont regarder cette vidéo qui auront utilisé Anchor sans même le savoir. Du coup, tu disais que tu vivais à San Francisco. Comment c'est? Parce que tu disais que ton rêve, c'était d'être dans la Silicon Valley. Est-ce que c'est aussi bien que ce que tu pensais? Est-ce que ça a de grands avantages, de grands inconvénients? Comment c'est de vivre là-bas? Ouais, non, c'est génial. Je pense que déjà en termes de connexion avec les personnes qui habitent là-bas, on peut vraiment facilement se retrouver à dîner avec le créateur
d'une des apps que tu utilises, que ça soit Web2 ou Web3. Et puis aussi le fait de pouvoir travailler dans ces bureaux avec toutes ces personnes où c'est tout en briques. Enfin, c'est vraiment non, c'est vraiment ce qu'on imagine. Après, la ville de San Francisco est très sympathique. Il y a des un peu des downsides à certains endroits, des quartiers où il faut pas trop fréquenter, mais en général, non, c'est vraiment une ville super dynamique. Et puis les gens sont super cool, et puis il fait tout le temps beau, tout le temps chaud, donc c'est la Californie. Et du coup, tu disais que tu étais arrivé chez Anchor en tant que stagiaire au début. Est-ce que tu avais déjà touché à la crypto avant? Quelles étaient un petit peu tes expériences? Tu m'as dit que tu parlais un peu de trading, moi c'est un peu mon dada, tu vois. Donc ouais, par quoi t'es passé avant d'arriver chez Anchor, et à quel point c'est difficile de rejoindre une entreprise Web3? Est-ce que c'était plus difficile avant, ou est-ce que c'était plus facile? Tu vois, parce que je pense qu'il y a pas mal de gens qui nous regardent et qui aimeraient travailler dans les cryptos, qui aimeraient travailler dans le Web3. Ouais, si tu peux un peu expliquer l'avant Anchor et le moment où tu les as rejoints. Ouais, alors moi j'avais le grand frère voilà qui minait Bitcoin depuis très longtemps, qui faisait des bots qui swappaient Bitcoin, Ethereum, enfin vraiment il y a vraiment au tout début 2015-2016. Et puis il m'a toujours baigné dans ça, et une fois que je suis arrivé en école de commerce, j'ai eu mes propres fonds sur lesquels j'ai pu investir. Donc voilà, un peu comme tout le monde, j'ai commencé vraiment à investir début Covid. Et puis j'ai commencé par acheter Bitcoin Cash. Je pensais que c'était juste le Bitcoin, mais Tu t'es fait avoir. enfin bref. Je me suis fait avoir. Je pensais que c'était le Bitcoin, mais juste en dénomination plus simple, quoi. Et au final, après, j'ai commencé à rechercher, et puis j'ai tradé beaucoup aussi sur les marchés financiers traditionnels, et puis j'ai continué à faire tout ce qui était crypto. Et puis ouais, non, c'est une fois que j'ai décidé de faire ce stage où j'ai vraiment poussé pour essayer d'avoir un stage en Silicon Valley, car j'ai la green card, et je me suis dit que c'était l'opportunité. Donc j'ai beaucoup cherché dans tout ce qui était marché traditionnel, mais aussi marché crypto, et puis je suis tombé sur Anchor, où j'ai vraiment poussé pour être embauché. Pour pas mentir, j'ai fait beaucoup d'interviews, j'ai envoyé des longs T'as tout reports entre donné. guillemets au CEO. J'ai fait et puis voilà, après je les ai rencontrés à New York. J'ai rencontré le fondateur à New York. On a eu une discussion géniale, et puis le lendemain matin, le jour de mon anniversaire, j'ai reçu l'offre. Et donc j'ai déménagé à San Francisco. Donc non, vraiment génial. Je pense que pour toutes les personnes qui veulent se lancer, c'est très intéressant, parce que même si j'arrête pas de parler de San Francisco, on peut travailler de n'importe où en crypto. Et puis je regardais un tweet marrant ce matin qui disait portfolio supérieur au CV euh, pour travailler dans la crypto. Et je trouve ça vrai, parce qu'au final c'est une industrie très nouvelle, très jeune, et où il y a beaucoup de codes qui sont cassés. Et voilà, toutes les personnes qui sont extrêmement motivées, qui font beaucoup de recherches et qui puissent vraiment parler nativement de cryptographie durant des interviews, je pense à une très très bonne chance d'entrer cette honnêtement magnifique industrie. Du coup, tu disais que tu étais très motivé à rejoindre Anchor. Pourquoi tu étais motivé à rejoindre Anchor, et surtout, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est? Ouais, alors très motivé, parce qu'au début je comprenais rien. Je suis arrivé sur le website, je n'avais aucune vraiment idée de ce que ça faisait. Cependant, j'ai commencé à faire des recherches sur ce qu'est un API, sur ce qu'est un nœud, et puis j'ai très rapidement compris que c'était infrastructure. Et puis voilà, je pense qu'il y a ce dicton où pendant la Gold Rush, ceux qui ont vraiment fait l'argent aux États-Unis, c'était ceux qui étaient les vendeurs de pelles. Et du coup, voilà, l'infrastructure était toujours un milieu qui me motivait, parce que c'est ça au final qui booste enfin toutes les économies. Je pense que ça soit encore les marchés traditionnels, les clouds aujourd'hui, avec tous nos websites qui sont hostés sur des clouds, même dans d'autres entreprises plus traditionnelles. Donc non, très motivé, car je voulais vraiment rejoindre quelque chose qui était plus pilier plutôt que consumer facing dans la tech. Et ce qu'est Anchor, c'est en fait le pilier de l'infrastructure blockchain, dans un sens où si tu es un utilisateur et que tu dois faire un swap, ou tu dois te connecter à une blockchain, et ben tu dois te connecter à des RPC nodes, des nœuds RPC. Et
en tant que trader, au début, tu réalises pas à quel les fondamentaux de toutes nos applications, de toutes nos decentralized applications doivent se baser sur des nœuds, mais le problème c'est que les nœuds c'est très compliqué à gérer, surtout pour toutes ces apps qui sont multi-chain, tout ça. Et donc c'est très important d'avoir un partenaire qui est très proche, comme Anchor, comme d'autres infrastructure providers, qui puisse faire tes management de nœuds pour t'assurer que le user experience sur ta DApp soit génial. Donc Anchor, on est un infrastructure company qui focus sur les RPC nœuds, sur aussi la validation de beaucoup de blockchains. On est aussi spécialisé dans la création de roll-up et de application chain, donc des apps dédiées, enfin des blockchains dédiées à une certaine application. Et aussi, on a été des pionniers dans le liquid staking, aussi du côté infrastructure, où on a été les premiers à lancer un smart contract sur Ethereum pour liquid staking. Donc en fait, vous êtes là pour un petit peu résoudre tous les problèmes techniques auxquels peut se confronter un builder, en tout cas quelqu'un qui essaye de construire quelque chose on-chain. Parce que, voilà, moi, je t'en parlais juste avant l'interview. Peut-être que les RPC, les gens se disent, mais en fait, c'est pas intéressant, c'est pas important, enfin, ça ne sert à rien. Il faut se rendre compte que quand Jupiter s'est lancé avec Solana, oui, Solana est monté en charge, il y a eu des TX failed, etc., donc des problèmes de TX, mais c'est surtout que tout le monde était connecté au même RPC et qu'à cause de ça, vu que le RPC ne tenait pas la route, bah en fait les transactions ne pouvaient pas passer, ne pouvaient pas être émises, etc., de ce que je comprends. Donc est-ce que tu peux peut-être expliquer ce que c'est un RPC et quel problème vous arrivez à résoudre en fait justement en donnant de l'infra et des moyens techniques aux gens avec lesquels vous travaillez? C'est ça, je pense que le airdrop de Jupiter est un très bon exemple, et à chaque fois qu'il y a des gros hype airdrop comme ça, c'est vraiment les RPC qui se font stress test. Pourquoi? Parce que toute communication avec une blockchain doit passer par ce qui s'appelle un développeur nœud, un RPC nœud. Donc il y a les validator nœuds, eux, qui prennent les transactions et qui les mettent dans les nouveaux blocs, mais une fois qu'il y a les nouveaux blocs, il faut aussi que les personnes puissent lire la data qui est dans le bloc, ou même pouvoir envoyer les transactions dans ces mêmes pools pour que les validateurs puissent accepter et mettre les transactions dans un nouveau bloc. Donc un RPC, c'est un cluster, donc comment dire, c'est plusieurs nœuds qui sont reliés entre eux, qui permet aux utilisateurs d'envoyer leurs transactions dans ce développeur nœud, dans ce RPC nœud, qui va ensuite le mettre dans la même pool pour être attaché au validateur. Donc c'est extrêmement important pour toutes les applications, toutes les decentralized applications, de se faire supporter par des RPC nœuds. Pourquoi? Parce que déjà au début de la DeFi et tout, la plupart des équipes avaient leur propre développeur nœud qu'ils avaient chez eux-mêmes, et qui enfin il y avait une équipe DevOps qui utilisait ça. Cependant, un nœud c'est extrêmement fragile, ça peut facilement se casser, et c'est pour ça que il y a eu de plus en plus d'infrastructure providers comme Anchor qui se sont spécialisés dans le maintenance de ces nœuds. Donc ça, c'est un peu juste le niveau basique. Voilà, si jamais tu dois interagir avec Ethereum, Solana, Arbitrum, Optimism, tu dois passer par un développeur nœud. Après, ce qui est intéressant aussi avec les RPC, c'est le lien, de te couper, c'est genre le lien entre le user qui essaie de faire passer une transaction et le validateur qui va mettre derrière les transactions sur la blockchain, quoi. C'est ça, oui, c'est ça. Et puis aussi, si tu es, par exemple, une compagnie comme Nancy ou je sais pas, Dia, ou que tu essayes de faire de l'analyse de la blockchain, et ben aussi tu dois pouvoir lire la data qui se trouve dans un RPC nœud qui s'appelle un archive nodes, mais oui, voilà. Tu dois pouvoir avoir toute cette data stockée qui est stockée dans ces nœuds. Donc pour toutes les applications que l'on interagit avec aujourd'hui dans la crypto, et ben ça doit passer par tout ce qui est RPC nœud. Et du coup, en regardant un petit peu ce que vous faisiez, parce que moi, en fait, il y a pas mal de potes autour de moi qui m'ont parlé de vous à de multiples reprises, mais pas forcément récemment, tu sais, un peu au fur et à mesure du temps. Et j'avais pas forcément prêté attention, mais quand j'ai regardé un petit peu d'un peu plus près ce que vous faisiez, j'ai remarqué que vous travailliez avec des gros noms, tu vois. J'avais vu qu'il y avait tout Binance et la BNB Chain, qu'il y avait la Chiliz Chain, qu'il y avait Polygon.
J'ai vu qu'il y avait même des témoignages de Optimism. Je crois que j'en ai loupé. Je crois qu'il y avait SushiSwap aussi. Est-ce que tu peux un peu m'expliquer pourquoi ces gros noms travaillent avec vous? Pourquoi des aussi gros noms ont besoin de gens comme vous? Parce que comme j'expliquais un petit peu avant, on peut s'attendre à ce que Binance gère tout maison, quoi, tout en interne, même Polygon, etc. Pourquoi eux, ils ont besoin de gens comme vous? Et est-ce que tu peux peut-être expliquer les collaborations concrètes que vous avez avec vous? Enfin, avec eux, je veux dire. Tout à fait. Alors moi, mon rôle à Anchor, c'est vraiment d'avoir ces relations avec toutes ces blockchain foundations et de leur de supporter leur infrastructure sur qui puisse couvrir le monde entier, littéralement. Parce que au final, les RPC et toute l'infrastructure, c'est très hardware et très physique en termes de support. Et les blockchains, c'est pas sur ça qu'elles doivent se focaliser. Elles doivent se focaliser sur construire un écosystème et être sûr que la façon dont elles construisent la blockchain pour les settlement time et tout ça, et s'ils doivent faire des upgrades de node client, tout ça, enfin bref, qu'ils se focalisent sur ça, mais ils n'ont pas à se focaliser sur la distribution globale des nœuds pour avoir un accès mondial pour n'importe quel utilisateur autour du monde, d'avoir un bel accès ou un accès rapide à ces différentes blockchains. Et c'est là où Anchor vraiment participe. Et c'est pour ça que Anchor participe avec travaille avec toutes ces blockchain foundations, parce que on est confié de s'assurer que n'importe où dans le monde, on puisse accéder à par exemple Optimism de façon rapide. C'est comme les websites traditionnels, quand on utilise Google Meet, par exemple, Google, ils ont des serveurs tout autour du monde pour s'assurer moi qui est à San Francisco et toi qui est sûrement en France, puissent se connecter. Pourquoi? Parce que tu es connecté à un serveur en France, moi je suis connecté à un serveur aux États-Unis, et puis après tout ça est relié. Et en fait, c'est relativement la même chose dans les cryptos. Cependant, les blockchain foundations, elles doivent pas se focaliser sur la distribution des serveurs, et c'est là où Anchor rentre en jeu, rentre en tant que infrastructure provider où je vais reprendre le cas de Optimism, on travaille directement avec Optimism pour pouvoir distribuer les nœuds dans chacun des continents pour s'assurer qu'il y a un accès rapide à la blockchain Optimism. Et c'est ce qu'on appelle s'assurer qu'il y a la latence la plus faible possible, voilà, pour accéder au nœud. Et c'est vraiment sur le point là auquel Anchor est spécialisé, c'est on est d'ailleurs benchmark en tant que le provider avec la latence la plus faible sur un global scale. Et en fait, ça c'est dû au fait que on travaille avec des bare metal servers. Donc on a nos propres serveurs qu'on dispatche dans des data centers. Et au lieu de simplement avoir nos nœuds pour ces différentes blockchains hostées sur un cloud, qui a beaucoup de restrictions, qui est aussi très centralisé. Et ben tu nous, parles de Anchor, AWS, donc Amazon Web Services, de Google Cloud, etc. Vous détenez vous-même en soi les serveurs physiquement, quoi. C'est ça, on déploie les serveurs physiquement et en fait, parce qu'on est très proche avec tous ces clouds aussi, parce ils ont besoin aussi d'aide pour rentrer dans la crypto. Enfin, bref, je parlais avec un ingénieur de chez Google et j'ai été surpris parce que je lui ai demandé pourquoi vous n'avez pas de serveurs en Afrique par exemple ou en Inde, qui paraît quand même l'Inde par exemple un pays qui aurait besoin de serveurs Google. Et ben ils m'ont dit que c'est à cause du coût d'électricité et que pour eux d'avoir des serveurs à leur scale, à leur échelle, ça ne vaut pas le coup en termes de retour sur investissement. Et c'est pour ça que le fait que Anchor se focalise à avoir ses propres serveurs et ne déploie pas simplement sur Google Cloud ou sur AWS nous permet d'être extrêmement flexible en termes de régions où on veut déployer des nodes. Donc maintenant, lorsqu'on parle avec une blockchain, on leur dit vous nous dites les régions dans lesquelles vous voulez qu'on déploie des nœuds et on peut les déployer. Parce que grâce au fait qu'on a nos propres serveurs, on arrive à déployer en Inde, on arrive à déployer en Afrique, on arrive à déployer en Amérique latine, qui sont tous des régions où l'adoption crypto est cruciale. Cependant, les cloud providers n'ont pas de bon coverage dans ces certaines régions. Et est-ce que du coup, tu trouves que le Web3 est plutôt centralisé ou réellement décentralisé? Parce que j'ai l'impression que de ce que tu me dis, il y a quand même des points of failure qui sont assez centraux.
dans le sens où, par exemple, dans le cas où Anchor, je sais pas, a un problème avec tous ses serveurs, est-ce que le fait que vous ne soyez pas disponible pour tous vos clients, ça crée un problème de centralisation? Est-ce que certaines blockchains pourraient être down ou pourraient être inaccessibles ou inutilisables, tu vois? Et si c'est le cas, est-ce que c'est pas une forme de centralisation? Tu vois, comment toi tu vois la chose et comment vous en discutez par exemple avec vos clients ou même les gens dans l'écosystème? Alors justement, Anchor, on est les plus décentralisés justement pour cette raison, car on utilise des bare metal servers. Car une fois qu'un serveur est déployé dans une région du monde, à chaque fois, c'est des juridictions indépendantes et c'est des entités de data center indépendantes. Et pour que Anchor soit down, il faut que tous les serveurs dans lesquels on est live, donc de plein d'entreprises différentes, de data centers, de tout ça, soient éteints au même moment, ce qui est pratiquement impossible. Comme Alors dans que Mister la Robot plupart ou des... faire une attaque synchronisée dans plein de data centers. Enfin, je sais pas si tu connais la série, mais... Non, bien sûr, bien sûr. Non, alors que tu vois, il y a beaucoup d'applications qui sont hostées sur AWS, par exemple, qui est le plus gros cloud. Et en fait, AWS, parfois, a des downtime globales, ou juste, par exemple, si l'État américain dit à AWS, on ne veut plus supporter de validateurs sur AWS, et ben AWS peut, avec un bouton, shut down tous les data centers. Ou par exemple, enfin tous les nœuds qui sont supportés sur AWS. Ou par exemple, si jamais tu dois accéder à des nœuds dans des régions où AWS ne peut pas servir, eh ben tu ne pourras plus avec des RPC qui sont hostés sur AWS, alors que chez Anchor, tu pourras toujours trouver un nœud d'un data center dans une région qui est proche parce qu'on fait du geosteering, tout ça. Enfin bref. Mais non, il y a beaucoup de... Et puis en plus de ça, pour parler de la décentralisation, moi je préfère dire distributed systems, car en effet, il y a beaucoup d'applications dans la crypto qui sont malheureusement hostées sur des clouds, qui rend la chose très centralisée. Et voilà, la méthode qu'on a utilisée ici à Anchor, c'est de s'assurer que chaque nœud est dans des data centers indépendants des uns des autres, et qu'en plus de ça, on travaille directement avec nos compétiteurs pour ajouter des nœuds dans ce qu'on appelle ces node clusters. Donc, par exemple, les compétiteurs d'Anchor, il y a Alchemy, il y a Chainstack, il y a QuickNode. Et ben en fait, nous, s'il y a un utilisateur qui utilise Anchor, un développeur qui send une request pour parler à la blockchain, eh ben, on peut les connecter avec un nœud d'un de nos compétiteurs si jamais c'est plus rapide en termes de latence. Donc ça, c'est aussi déjà une très belle marche vers la décentralisation infrastructure et d'autant plus voilà les bare metal servers qui nous permet d'avoir chaque data center indépendant en termes de juridiction et même energy grid qui reçoit. Pour revenir sur un peu la centralisation, et si on devait regarder au-delà d'Anchor, quels sont pour toi les points systémiques de centralisation dans le sens où quels sont les points qu'un attaquant devrait attaquer si jamais il voulait faire mal à l'écosystème, qu'il voulait faire mal, je sais pas, à Ethereum, à Solana ou d'autres, et aussi avoir peut-être ta vision critique des écosystèmes les plus centralisés ou les plus décentralisés, à tes yeux. Ouais, alors c'est une très belle question. Vilain, Je pense que imagine le pire. Ouais. C'est ce que je dis. Voilà. Non, alors les blockchain foundations ont très bien compris que pour décentraliser une blockchain, il faut que les validateurs soient par des entités indépendantes. Par exemple, Ethereum, il faut 32 Ethereum pour avoir un validateur. Ça, c'est un autre topic, mais il y a beaucoup plus de personnes indépendantes qui arrivent à avoir un validateur et donc voilà, pouvoir tous leur dire de shut down en même temps, ça va être très compliqué. Et donc c'est pour ça que Ethereum est extrêmement décentralisé. Pour Binance, BNB Chain, il y a que 21 validateurs, ce qui est déjà un step qui est un peu plus dangereux en termes de centralisation, décentralisation, parce que maintenant 21 acteurs est beaucoup plus facile à réunir et ou à tous simultanément attaquer pour faire du mal à la BNB Chain. Cependant, non. Ce que je veux dire, c'est que les validateurs sont quand même le point le plus décentralisé de la crypto. Moi, je pense que ce qui est le plus centralisé de la crypto, c'est tu vois les websites qui sont hostés sur des DNS sur AWS, qui utilisent Cloudflare, qui utilisent tous ces clouds. Et au final, c'est plus, je pense, dans la façon dont Internet est géré
donc, car quand on se connecte à une crypto, au final, on se connecte aussi à Internet. Et je pense que c'est plus vers ce côté-là où la crypto est vulnérable. Et puis même en termes de database, tout ça, car au final, souvent, c'est ce qu'on a vu avec Ledger. Exactement, sont hostés dans des databases centralisées ou sont hostés par des databases d'autres entreprises américaines ou tu vois, des choses comme ça. Donc pour moi, la crypto, c'est plus dans le côté infrastructure où c'est extrêmement crucial de pouvoir encore une fois, nous on dit distributed system plutôt que décentralisé. C'est parce que tu vois, il faut quand même avoir souvent une entité qui gère des choses, mais si tu arrives à distribuer les systèmes et pas avoir un seul point de failure, enfin un seul point qui peut faire tout casser, et ben là on atteint plutôt vers une décentralisation. Mais la décentralisation complète du point de vue infrastructure, de tout simplement comment les websites sont hostés, sera très compliqué à atteindre au court terme. Mais après, de façon, les blockchains, les validateurs, ça c'est très décentralisé, ce qui permet que une blockchain pourra tout le temps, ou les blockchains décentralisées pourra tout le temps accepter des nouvelles transactions grâce à des validateurs qui sont décentralisés. Toi qui as la tête dans la tech et qui vois une grande partie de l'écosystème d'un prisme technique, qu'est-ce qui t'excite le plus? Qu'est-ce qui t'intéresse le plus? Et quels sont les écosystèmes qui bougent le plus dans la bonne direction selon toi? Alors moi je suis très zero knowledge en ce moment, donc on travaille très proche. C'est ça, voilà. Je travaille très proche avec Matter Labs, donc ZK Sync, avec Scroll aussi, Taiko, même Polygon avec ZK VM, Optimism avec Opista. Enfin bref, toutes ces après Optimism c'est Optimistic Rollups, mais oui, toutes ces zero knowledge ça me passionne. J'adore aussi l'homomorphic encryption. Alors il y a une entreprise française qui s'appelle Zama, je sais pas si vous la connaissez, mais qui se focalise beaucoup sur ça. Et ça c'est une étape au-dessus même de la zero knowledge. Et c'est très frontier tech. Enfin c'est et puis ouais, c'est fondé par Rand qui est un très bon ami de moi. Mais non voilà tout ce qui permet encore plus de privacy on-chain. Après, moi, je dirais que aussi la façon dont on voit les blockchains ici à Anchor, c'est très, enfin moi, je les vois très comme un software qui te permet d'avoir de la data infalsifiable et d'avoir ce qu'on appelle aussi la fossilisation de la data. Et moi, je me focus aussi beaucoup sur parler à des banques, parler à des compagnies d'énergie, enfin par exemple EDF ou Total Energy en France, pour leur expliquer à quel point la cryptographie peut vous permettre d'avoir une source de data qui est infalsifiable, qui est fossilisable. Et là, c'est encore même une autre discussion, mais on n'est plus dans la décentralisation, on n'est plus dans l'accès public, mais on est dans l'accès privé de blockchain pour pouvoir accéder à une information qui est infalsifiable. Et donc là, il y a beaucoup de use cases qui peut arriver avec cette vision-là aussi. Bah, éviter que, je sais pas, il y a un employé qui pète un câble et qui modifie la base de données et qui corrompt un petit peu les registres, quoi. Bon, après, je suppose que ils ont quand même de la redondance et donc leurs bases de données qui sont quand même distribuées d'une certaine manière dans plusieurs data centers pour éviter des erreurs comme ça. Mais je pense évidemment que ça peut être assez intéressant parce qu'on en a vu pas mal des erreurs humaines à ce niveau-là. Pour revenir un petit peu sur ce que je peux... Vas-y. Juste pour l'énergie, tu sais, on est en pleine transition énergétique et beaucoup plus de personnes vont commencer à créer leur propre énergie avec des panneaux solaires et des choses comme ça. Et les entreprises d'énergie nationales sont très intéressées à pouvoir créer un écosystème où, en tant que producteur d'énergie pour ma propre maison, puisse avoir, avec mon excès d'énergie que j'ai créé, puisse pouvoir la donner à quelqu'un d'autre. Sauf que cette autre personne va toujours vouloir savoir d'où proviennent cette énergie. Et grâce à la cryptographie, grâce à la fossilisation de la data, eh ben, ça permettra de toujours avoir l'accès pur de, OK, d'où provient cette énergie. Et ça, par exemple, c'est un use case qui fait beaucoup de sens avec la transition énergétique où de plus en plus de personnes vont commencer à créer leur propre énergie chez eux directement. Tu disais que vous aidiez des gens à créer leur blockchain. Donc, je suppose que moi, CryptoPicsou, je peux venir te voir et te dire, OK, j'ai envie de créer la Picsou Chain.
Du coup, est-ce que c'est possible? De quelle manière? Est-ce que je peux choisir enfin, quels sont les paramètres que je peux choisir? À quel point je peux créer ça facilement? Qu'est-ce que je peux personnaliser? Voilà, quelles sont un petit peu aussi les demandes que vous avez lorsque quelqu'un veut créer une chaîne? J'ai cru comprendre que vous avez aidé Chiliz à créer sa propre chaîne aussi. Quel est un petit peu le processus, tu vois, de création d'une nouvelle chaîne comme ça, qu'on appelle souvent aussi Ouais, AppChain, quoi. c'est ça, AppChain, et puis là, en ce moment, il y a eu beaucoup les rollouts, mais AppChain, c'est un sujet très passionnant, car le but d'une AppChain, en fait, c'est de pouvoir résoudre le problème des block space en ce moment avec les blockchains, car les blockchains sont souvent congestés, enfin on dit ça, on dit congest, Congestionné. à cause Euh, de congestionné, voilà, d'un gros influx d'utilisateurs. Par exemple, on a vu avec Solana a été super congestionné à tel point que ça a cassé à cause de l'airdrop Jupiter, parce qu'il y a eu une grosse congestion des block space et les validateurs n'arrivaient plus à mettre dans les nouveaux blocs les transactions des autres et du coup ça a tout cassé. Enfin bref, et ça c'est un peu le but d'une application chain. Comment maintenant les utilisateurs de Pixu Chain, enfin de Pixu, d'IAP peut avoir accès à leur propre block space pour s'assurer qu'il y a toujours des gas fees qui sont extrêmement faibles et qu'il n'y a jamais de temps de transactions qui sont plus longues à cause d'un gros influx d'utilisateurs à cause d'un airdrop Jupiter. Et du coup, maintenant, toi, ton application devient toute lente et elle est cassée à cause de quelqu'un d'autre, tu vois. Ça, c'est un peu le pilier de l'application chain. Et en fait, ce qui est incroyable avec l'application chain, c'est que tu peux customiser de A à Z ta blockchain. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'une blockchain, les fondamentales d'une blockchain, il faut des validateurs, il faut des RPC nœuds et il faut un block explorer. Ça, c'est les trois piliers d'une blockchain. Et avec une application chain, tu peux nous dire, OK, j'ai envie que le Pixu coin soit le coin utilisé dans le validateur et je veux que le settlement time soit le plus faible possible. Éventuellement, je veux peut-être que certaines transactions n'aient même pas besoin de payer de gas fee. OK, on peut créer le consensus pour ça et on va designer pour ça. Tu veux nous dire combien de RPC nœuds tu veux et que tu veux dire, OK, tous mes utilisateurs, ils sont en France, je sais qu'ils sont en France, je veux déployer tous mes serveurs en France. Ça aussi, il y a une extrême flexibilité et en plus de ça, on te créera une block explorer. Un block explorer. Ce qui est intéressant, c'est que tu peux aussi maintenant nous dire quel framework tu veux avoir, quel programming language tu veux avoir sur ces blockchains. Est-ce que tu veux qu'elle soit privée ou est-ce que tu veux qu'elle soit publique? Est-ce que tu veux que pour rentrer dans un validateur, il te faut 10 000 Pixel tokens et tu peux en avoir autant que tu veux, ou il faut 30 Pixel tokens et il y aura que 20 validateurs. Enfin, tu peux en fait vraiment customiser la façon dont tu veux que ta blockchain soit créée pour une utilisation spécifique. Il y a trois vraiment industries qui bénéficient des application chain en ce moment. C'est encore une fois la transition énergétique, parce que là Anchor permet de créer des blockchains qui sont spécifiquement designées pour un use case de peer-to-peer transactions d'énergie. Pour les banques qui veulent aussi faire du global transfer of data et qui veulent aussi avoir du instant settlement time pour les connexions entre banques, tu sais, pour que les Ils veulent pas transferts passer par soient Ripple? instantanés. Non, pas passer par Ripple. Ou le gaming, où par exemple t'as pas envie que ton jeu d'un coup il lag parce que il y a un airdrop Jupiter, et là où tu veux avoir tes propres block space pour pouvoir designer ça. Donc c'est un peu ce qui s'est passé avec Chiliz dans l'entertainment, où on a créé de A à Z la Chiliz 2.0 spécifiquement avec leur requirements, et on a eu beaucoup de sessions de brainstorming. OK, nous on essaye d'achieve ça avec cette blockchain, nous on essaye d'avoir une utilisation très Web2 mais en utilisant la blockchain derrière. Comment est-ce que Anchor peut nous aider à faire tout ça? On veut aussi s'assurer que nos utilisateurs dans le monde entier aient accès à Chiliz assez facilement. Comment vous pouvez créer nos RPC pour soutenir ça et tout ça. Enfin, voilà, c'est vraiment très customisable, vraiment de A à Z, quoi. C'est Mais est-ce que pour vous avez, l'infrastructure. des technologies de prédilection, tu vois? Est-ce qu'il y a des layer 1, des layer 2 ou tu vois, des techs sur lesquels vous vous basez plus que d'autres en ce moment parce que c'est une certaine tendance, ou peut-être est-ce qu'il y a aussi des techs avec lesquels c'est plus facile de travailler? Tu vois, qu'est-ce que toi tu vois de ton côté
en travaillant en cœur, parce que je suppose que tu as un peu une vue d'ensemble et je pense que tu vois un petit peu tout ce qui est sexy et qui est enfin, est-ce que par exemple les clients viennent en disant, je sais pas, moi je veux être un layer 2 ou un layer 3 de ça, ou enfin est-ce que ça arrive, ou est-ce que c'est uniquement des besoins et ensuite derrière vous allez les rediriger vers certaines techs, tu vois. Question très longue à chaque Alors, fois, mais ouais. Non, mais j'adore parce que moi aussi je donne des longues réponses. mais c'est Non, parce bien, au qu'on moins on essaye est d'être, complet. ouais, on essaye d'être très neutre en termes de vers quelle blockchain on te Est-ce que c'est dirige possible d'être ou neutre, d'être véritablement neutre? bah voilà. Après moi j'ai mes propres investissements, hein, donc là je suis plus neutre, mais et moi je les base principalement sur la technologie derrière et l'influx de développeurs. Mais non voilà, nous on voit quelle blockchain a un pic de développeurs avant que ça soit enfin avant que les gens le voient directement parce qu'on a accès aux nœuds on va dire ou la enfin en vrai non c'est des data publiques mais vu que je baigne dans ça moi je le vois tous les jours. Euh, Attends, pour répondre à ta question, moi je dirais que en ce moment il y a beaucoup de choses qui se passent autour des rollups et que on entend beaucoup parler du OpiStack ou de Celestia ou de zkStack, mais c'est pas encore prêt. Mais pour être très honnête, je vois beaucoup de rollups qui sont créés sur Orbiter, qui est le stack de Arbitrum. Et je trouve que ça passe un peu inaperçu que Arbitrum a un bon stack pour les rollups, mais Parce c'est qu'on parle surtout de vraiment l'OpiStack, une quoi, en réalité, en ce ouais, moment. on parle beaucoup Enfin, de quand on l'OpiStack, parle ouais, de voilà. stack, on parle surtout d'OpiStack. Après, je crois qu'il y a aussi, enfin, je sais pas si c'est le cas avec Starknet ou même d'autres ZK Rollup, mais je crois qu'ils veulent aussi faire enfin, des chaînes avec leur stack à eux. Enfin, qu'est-ce que tu vois aussi Hmm. du côté des ZK à ce niveau-là? Ouais, ZK, alors moi je suis extrêmement bullish sur ce qui va arriver avec le ZK Stack. Donc je sais pas si tu as déjà trade sur ZK Sync, mais je trouve que c'est l'expérience, enfin une des meilleures expériences sur la blockchain. Et en fait, ce qui me fascine, c'est que ZK Sync est juste le premier roll-up sur le ZK Stack. Donc chaque roll-up qui sera créé sur le ZK Stack aura la même performance et le même user experience que sur ZK Sync. Donc ça m'a beaucoup, ça m'a rendu très bullish sur ça. En termes d'autres stacks comme Starknet, tout ça aussi, oui, ça c'est vrai que c'est beaucoup utilisé. C'est un peu tôt encore, mais Ça te hype moins, ouais, par voilà. exemple, tu Après, vois? Moi, j'aime bien avoir des avis critiques à ce niveau-là, parce que souvent, moi, ce que j'ai, c'est des avis qui sont biaisés, parce que j'ai des amis qui sont chez Starknet, j'ai des gens que je hmm, connais qui sont investisseurs chez Starknet, et à l'inverse, je connais aussi très bien des gens qui sont investisseurs chez ZK-Sync. Donc, évidemment, on met de l'argent dans ce qu'on croit, ou dans quoi on a de la conviction, mais je suppose que ça te biaise aussi d'une certaine manière. Toi, de manière un peu moins biaisée, quelle est ton opinion sur cette bataille qu'on peut voir en ce moment? c'est compliqué, mais moi je vais dire que parce qu'il faut que je fasse attention. Je travaille avec toutes ces équipes. Non, ton Vraiment. opinion personnelle. Oui, mon opinion personnelle. Non, alors très honnêtement, voilà, moi je farm les airdrops, tout ça. Donc Starknet, j'ai été au début sur la chain et vraiment dans les testnets et vraiment j'ai eu une très mauvaise user experience. Mais je tiens à dire que maintenant ça a vraiment changé. Je trade maintenant sur Stark. Donc non, Starknet a vraiment une très belle évolution, je pense, en termes de tech. C'est assez compliqué aussi en termes de nœuds à soutenir, mais ça va, ils sont aussi en train de se focuser à réduire à quel point il faut du hardware pour pouvoir supporter les nœuds. Non, je vais dire qu'il y a une très belle bataille entre Polygon avec zkEVM, avec Orbiter d'Arbitrum, OpiStack, zkStack et Starknet. Ça, je veux dire que c'est les trois, enfin les 4-5 piliers qu'il va falloir avoir beaucoup d'attention sur. Je pense aussi que ça, c'est tous des roll-up, des ZK roll-up, et que les app chains sont un peu en train de perdre la bataille, mais que qu'on va voir aussi une nouvelle poussée sur les application chains où là tu peux avoir tes propres validateurs. Et puis il y a aussi notre équipe qui s'appelle Fluent, qui est aussi en début de développement, où je suis extrêmement bullish aussi dessus. Et en fait, là, ça utilise Wasm pour pouvoir coder tes applications. Donc, ce qui veut dire que tu peux maintenant utiliser n'importe quel programming language pour pouvoir coder ta blockchain, ce qui est extrêmement important pour l'adoption de la cryptographie et de la blockchain
dans les industries plus traditionnelles où là les développeurs ont l'habitude de développer dans leur propre langage et pas forcément Solidity ou les autres ou Rust ou les langages natifs à la crypto. De quel œil vous voyez un petit peu les dimensions, les alt layers, etc., qui font du roll-up as a service? Est-ce que c'est des concurrents? Est-ce que c'est une solution technique qui vous aide? Tu vois, de quel œil vous le voyez? Et est-ce que ces solutions-là sont déjà assez matures ou pertinentes, ou est-ce qu'elles ont beaucoup d'inconvénients? Alors moi là je vais avoir j'ai un avis très là je vais avoir un avis très critique sur les roll-ups as a service car Okay. les roll-up as a service comme Caldera, Altlayer et tout ça sont des compagnies qui sont relativement nouvelles et qui ont très bien réussi à se marketer en tant que roll-up as a service. Ok, si tu as besoin d'une roll-up, va voir Caldera, on peut te le lancer pour pas beaucoup de coûts par mois et en plus de ça, tu peux avoir des one-click node deployment, tout ça. Cependant, c'est pas des hardware compagnies et ils ont aucune, enfin, ils ont pas leur expertise, c'est pas de scale des blockchains sur pour avoir des millions d'utilisateurs. Alors que Anchor, tu vois, par exemple Polygon, on est l'infrastructure première sur Polygon, on fait à peu près un milliard de transactions par jour, de API transactions par jour sur Polygon tout seul. On arrive à scale Polygon sur un ensemble global et du coup, on a vraiment cette expertise de pouvoir supporter vraiment l'hardware qu'il faut pour supporter une blockchain. Là où Caldera ou Altlayer n'ont pas forcément cette expertise depuis 7 ans de supporter les top blockchains. Et la raison pour laquelle je dis ça, c'est que on voit beaucoup de rollups qui se sont lancés sur Caldera ou sur Altlayer qui ont maintenant besoin d'avoir l'infrastructure qu'il faut pour soudainement soutenir leur gros influx d'utilisateurs. Donc moi je dirais que c'est des compétiteurs, mais qui au final doivent faire beaucoup pour pouvoir nous rattraper en termes d'infrastructure. Par exemple, Optimism, on supporte aussi toute leur infrastructure et ils nous font confiance à nous car ils savent que l'on a l'expertise de supporter des milliards de transactions par jour sur nos RPC. Là où les Caldera, les Altlayer, c'est des compagnies très neuves et n'ont pas encore été battle test contre beaucoup d'influx d'utilisateurs. Donc non, je dirais voilà, c'est des solutions qui permettent de faire pousser les roll-ups, tout ça, mais à la fin de la journée, il y a beaucoup de ces roll-ups qui se sont construits sur Altlayer ou sur Caldera qui doivent venir à Anchor pour les aider avec l'infrastructure, car à la fin de la journée, les blockchains, c'est très hardware en termes de technologie. C'est vraiment, comme je le disais au début, il faut pouvoir avoir les serveurs physiques et les déployer, alors que Caldera ou Altlayer sont probablement juste déployés sur GCP, AWS ou Azure, où là, ils n'ont pas le contrôle de ce qui se passe avec les nœuds, de comment maintenir les nœuds. Alors que quand nous, Anchor, on a accès à nos propres serveurs, nos propres load balancers, ça nous permet de pouvoir construire la blockchain d'une façon pour pouvoir supporter tous ces utilisateurs. Mais est-ce que Anchor est voué à être un roll-up as a service, tu vois? Enfin, quelle est un petit peu votre vision sur ça? Est-ce que c'est la suite naturelle des choses? Comment vous vous projetez sur le marché? Est-ce que il y a de l'alpha? Je sais pas. Est-ce qu'il y a des petites infos, des petits points dans la roadmap qui sont peut-être pas disclose ou qui sont disclose mais peut-être pas assez partagés? Ouais, voilà, c'est ça. En termes de roll-up as a service, nous en fait, ça fait depuis 2-3 ans qu'on le fait déjà. On a même aidé beaucoup de ces équipes à créer leur roll-ups stack. Par exemple, Binance, on les a aidés à créer le BNB sidechain. Donc, on est les source code owners. Enfin, c'est nous qui avons le code source mère de ça, qui l'avons créé. Et en fait, voilà, toutes ces différentes fondations, blockchain foundation, qui ont des roll-ups, et ben on a des contrats de partnership avec eux où on les aide à scale toutes ces différentes roll-ups. Donc en fait, dans le background, on est dans le game des roll-ups depuis vraiment super longtemps. Pour être très honnête, on va commencer à pousser ça beaucoup plus visuellement pour tu vois, marketingement, pour que les gens commencent à comprendre que l'on est aussi un roll-up as a service dans cette catégorie. Ouais. Exactement. On va commencer vraiment à pousser ça
car c'est vrai qu'on s'est rendu compte que dans la tête des gens lambda, enfin des gens lambda, des DJs mais qui ne sont pas dans l'infrastructure, ne savent pas forcément que Anchor supporte les roll-ups, et en fait c'est extrêmement important dans cette nouvelle narrative de se projeter pas seulement dans les CTO de ZK Stack ou de Optimism, mais aussi dans le point de vue des investisseurs plus des DJs, quoi. Je voulais parler de l'adoption de masse, mais juste avant ça, on n'a pas parlé du token. Genre, je sais que c'est des sujets sensibles à chaque fois qu'on parle avec les projets du token, parce que voilà, ils sont pas libres de dire ce qu'ils veulent, etc., etc. Mais bon, on est en crypto, on a des tokens partout, etc. Est-ce que tu peux m'expliquer simplement pourquoi on a besoin du jeton Anchor, si on a un client d'Anchor, ou quelle est l'utilité du jeton? Et est-ce qu'il y a un monde où Anchor pourrait très bien fonctionner sans le jeton Anchor? Est-ce que c'est quelque chose qui était clé pour vous, vital, ou est-ce que en vérité Anchor ça pourrait très bien fonctionner sans ce jeton-là? Parce que j'ai l'impression qu'on a aussi ce débat-là sur pas mal de choses qui se lancent, qui ont des jetons, mais au final, est-ce que ça a une certaine utilité? Et dans certains cas, il y en a une. On a une utilité pour le jeton. Je pense que s'il y a quelque chose de très triste dans la crypto, c'est que voilà, un projet au final sera basé sur le prix de son jeton. Donc nous, on a très très bien fait en termes de jetons. On a été dans le top 100 plus d'une fois. Là, je pense qu'on est dans le top 200, donc toujours très très correct. Mais tu vois, du point de vue des investisseurs, Ils sont biaisés à cause de ça. Voilà. Ils regardent le jeton comme si c'était un stock d'une entreprise, et si jamais Anchor a un jeton qui drop, ça veut dire qu'ils font pas d'argent, quoi. Ou alors que l'on fait que grandir d'année en année. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'aussi on a été une des premières entreprises à faire un ICO. On a été aussi le troisième jeton à être listé sur Coinbase, 3 ou 4e jeton à être listé sur Coinbase. On a même savais pas ça, j'ai oublié. on a même aidé Polygon à se faire lister sur Coinbase. C'est pour ça qu'on a une très très bonne relation aussi avec Polygon d'un point de vue tech. Et le jeton a été vraiment utilisé maintenant en tant que tu peux utiliser le jeton pour consume les nœuds, les RPC nœuds. Donc si jamais maintenant tu es un développeur, que tu as besoin de construire une application sur on va dire je sais pas, Phantom, Phantom Blockchain, et tu peux acheter des jetons Anchor, les déposer sur notre website, et maintenant avoir accès à des crédits qui te permettent de faire des requests au RPC. Donc ça, c'est l'utilisation du jeton. Il va y avoir aussi une grande implication dans tous nos sujets roll-ups du jeton. Et puis aussi, voilà, on a d'autres produits dans les roadmaps qui vont sortir, qui vont aussi avoir plus d'utilité pour le jeton. Mais voilà, le jeton aujourd'hui, c'est utilisé comme crédit système pour l'utilisation de nos nœuds. Ouais, voilà. Que deviennent ces jetons une fois que nous on les utilise pour vous payer, par exemple, si on utilise vos services? Est-ce que ces jetons-là vont dans votre poche et sont vendus au marché? Est-ce qu'ils sont brûlés? Et tu vois, qu'est-ce qui se passe exactement? Donc on fait c'est un sujet qu'on a pas parlé, mais voilà, on fait beaucoup de liquid staking aussi, infrastructure liquid staking, et en fait après quand on fait ces infrastructures liquid staking, on incentivise certains pools aussi avec les jetons Anchor. Donc en fait c'est toute une loupe. Puis aussi on a quelque chose qui s'appelle Surpersound Infrastructure, où on permet multiples node providers de participer dans notre cluster, donc qui est encore une fois cette vision plus distribuée, décentralisée des nodes clusters, ou aussi là il y a des redistributions de nos tokens à ceux qui participent avec le RPC nœud dans nos clusters. Ok. Et je voulais revenir vite fait parce que juste avant je voulais parler d'adoption de masse parce que ça me semblait assez important. Tu parlais de gestion de millions de transactions ou de milliards de transactions, enfin bref, genre de beaucoup de transactions. Et juste avant, on parlait du fait que tu peux avoir un launchpad ou un airdrop et que ça congestionne entièrement une blockchain. Est-ce que vraiment l'infra est prête pour une adoption de masse? Et si c'est pas le cas, à quel horizon, tu vois? Et de quoi on a besoin pour en arriver là? Parce que on nous parle d'adoption de masse depuis 2017, depuis 2018, 2019, 2020.
On est en 2024. Ouais. Donc, est-ce que ça arrivera un jour? Est-ce que c'est fait pour ça? Quel est un petit peu, quelles sont tes perspectives techniques et aussi personnelles sur ça? Non, j'aime beaucoup cette question. Et d'ailleurs, petite clarification, quand je parlais de transaction, je parlais de API transaction. Donc C'est des c'est requests. quand tu sends, C'est des... ouais, voilà, de request à la blockchain. Mais oui, alors c'est une très bonne question car en effet, ça fait que depuis, je pense, 1 ou 2 ans que l'on, ou même vraiment 1 an, que l'on a la technological curve pour enfin avoir cette adoption de masse. Et moi, je pense personnellement que l'adoption de la crypto de masse va arriver d'une façon très différente de laquelle on y pense. C'est pour ça que j'ai parlé beaucoup de pourquoi les banques devraient utiliser la cryptographie pour la fossilisation de la data ou pour toutes ces industries plus traditionnelles, parce que je pense qu'en fait ça va arriver dans leur back-end où nous, en tant que Toi-même compte en personnes cours de en la limite. vie, ouais, voilà, c'est ça. Et en fait, eux, ils vont juste avoir ces systèmes qui vont avoir plus de data qui est pure grâce à la blockchain. Aussi, un autre quelque chose qui a un très très bon signal dans cette direction-là, c'est que Anchor aussi travaille beaucoup à aider les plus grosses entreprises tech du monde à supporter l'infrastructure blockchain. Donc par exemple, voilà, tout ça c'est des partnerships que j'ai directement participé et lead. Par exemple avec Microsoft. Microsoft, ils ont leur cloud qui s'appelle Azure. Et en fait, Microsoft sont venus voir Anchor et on leur dit, nous on aimerait bien pouvoir lancer la possibilité à nos clients d'avoir leur propre nœud dans ce qu'on appelle les VM, mais en gros dans leur cloud environment. Est-ce que Anchor peut nous aider à gérer tout ça? Et en fait, nous, du coup, maintenant, si tu veux lancer des nœuds sur Azure, tu as l'impression d'utiliser Microsoft, mais en réalité, c'est nos ingénieurs, c'est nos load balancers, c'est notre C'est de la marque gestion des blanche en nœuds. réalité. Exactement. Et en fait, on fait la même chose avec Google. Voilà, normalement, If Denver, il va y avoir quelque chose d'assez spécial qui va arriver. On fait la même chose avec aussi Tencent, Huawei, Alibaba Cloud. Et voilà, on a beaucoup de clouds en fait qui sont venus voir Anchor, ont compris notre impact dans la crypto et notre façon dans laquelle on arrive à gérer tous ces serveurs et sont venus nous voir et nous ont fait OK, les gars, on a besoin d'aide, on a besoin de votre expertise pour le node management. Et pour faire encore une petite aparté, c'est là où chacun de ces clouds aussi sont venus voir Anchor pour leur dire est-ce que vous pouvez aussi nous aider avec toutes ces application chains et ces roll-ups as a service pour pouvoir les scales à nos clients qui veulent une blockchain privée. C'est pour ça que j'arrête pas de dire blockchain privée parce que les gens ils se réalisent pas à quel point je pense que toutes les plus grosses institutions financières du monde sont en train de regarder comment utiliser la cryptographie pour avoir cette fossilisation de la data. Et moi, je trouve que fossilisation de la data, c'est vraiment un terme qui définit très très bien l'utilité de la cryptographie pour des use cases qui sont plus traditionnels, autres que nos use cases d'IGEN, de DeFi, tout ça. Donc ce que tu es en train de nous dire, c'est que Anchor va travailler avec la Fed et la BCE. Là, je n'ai pas le droit de disclose. Non, je rigole. Mais, non. On reste très natif. Juste voilà, on est une entreprise d'infrastructure qui travaille dans l'infrastructure blockchain. Mais en tout cas, c'est assez ouf, tu vois, de voir tous ces partenariats, etc. Parce que souvent, t'as des projets qui annoncent des partenariats, mais ça sent le bullshit. Tu vois, genre ça sent qu'on a mis le logo pour mettre le logo, et là de ce que tu me dis, enfin c'est pas du tout ça quoi. On est loin de ça parce que l'infra pure en tant que tech provider, peut-être que ça excite moins de gens, mais en fait pas vraiment. J'ai l'impression que c'est juste du marketing dans le sens où si aujourd'hui, je sais pas, Anchor faisait de la data availability, est-ce qu'on parlerait pas tous de Anchor, tu vois? Enfin, tu vois, il y a toujours des sujets du moment. Les gens catégorisent, t'as le sujet chaud et ensuite tout le monde en parle. Et c'est assez marrant de voir que vous faites pas mal de choses un peu en sous-marin. Donc vraiment gros GG pour ça. Tu parlais de liquid staking avant et de ce que vous faites. Maintenant, on entend parler de liquid restaking ou de restaking. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites et de quel œil vous voyez un petit peu tout ça? Parce que ça a l'air d'être le prochain hot topic.
En tout cas, il y a beaucoup de gens qui en parlent, beaucoup de gens aussi qui parlent de risques systémiques pour l'écosystème en réalité. Donc voilà, est-ce que c'est quelque chose que vous faites, que vous allez faire et si vous faites déjà quelque Ouais, bien chose, sûr. expliquez. Bien sûr, on était dans les premières discussions avec Eigenlayer pour bridge le Anchor If, qui est la version liquid staking, sur Eigenlayer pour le liquid staking. Donc non, quelque chose à laquelle on focus beaucoup aussi. On supporte beaucoup voilà d'infrastructures de Eigenlayer. Mais oui, on fait du restaking. Je suis moins expert sur le restaking, pour être très honnête, que sur l'infrastructure. Cependant, je sais que c'est quelque chose à laquelle on se focus beaucoup, et en termes de liquid staking, voilà, maintenant on est encore une fois plus du côté infrastructure, où tu as beaucoup de blockchains qui viennent nous voir, qui dit ok, on voit que liquid staking est aussi un nouveau catalyst pour ce nouveau bull run, le restaking. Est-ce que vous pouvez nous aider à créer un white label liquid staking? Et en fait, vous serez plutôt surpris à quel point on a white label des liquid staking protocoles pour différentes blockchains. Par exemple, la dernière avec Sui, en fait, on est derrière leur liquid staking, et on parle avec beaucoup de blockchains. Il y a beaucoup de blockchains plus où là c'est plus confidentiel, où on est derrière leur liquid staking Donc vous infrastructure, êtes quoi. partout. Ouais, par exemple, si tu as tradé sur Polygon, tu as sur MetaMask, tu as utilisé Anchor. Si tu as tradé Ok. sur SushiSwap, tu as utilisé Anchor. Si tu as déjà regardé la data sur Nancy, tu as déjà regardé de la data qui a été pull de chez Anchor. Enfin, en fait, on est vraiment vraiment un peu partout. Définitivement, on doit se focus à maintenant. Tu vois, parce qu'on est une équipe de développeurs, tu vois. On est des nerds Vous êtes beaucoup en vrai développeurs. ou pas? Ouais, on est beaucoup. On est 150 plus, Ouais, majoritairement ça m'étonne développeurs. pas parce que là vous me dites, enfin tu me dis que vous travaillez sur absolument tout. Je me dis il en faut quand même des mains pour travailler sur tout ça. Donc voilà. Bah Non, écoute, non, je pense qu'on a couvert pas mal de sujets. Honnêtement, bah du coup je m'étais renseigné, j'avais découvert pas mal de choses, mais là je suis vraiment agréablement surpris. Honnêtement parce que j'ai eu des bons échos, mais là en plus de t'avoir toi qui parle français, qui a vraiment les mains dans le truc, quoi, qui a un petit peu touché un petit peu tout, qui voit un petit peu les sujets et tout, c'est plutôt cool. Avant de clôturer cette interview, est-ce que peut-être tu aurais un petit peu d'alpha, des insights ou des choses à nous partager sur Anchor ou sur ce qui arrive, que t'as pas pu mentionner jusqu'à maintenant, et peut-être aussi dire un mot aux gens qui sont restés jusqu'à maintenant, peut-être un mot qui Ouais. garderont en tête, Ouais, alors moi je pense que plus tu vois personnel. par exemple avec ouais, bah alors déjà pour les petites alphas, par exemple avec Google, on a co-créé des RPC pour plusieurs hackathons, par exemple à Token 2049 à Singapour. Et ça n'a pas été forcément très public, donc tu vois, pour dire notre implication directement avec des entreprises comme Google. Pour le mot, pour tous ceux qui sont restés jusqu'ici, euh, checkez dans votre MetaMask quel RPC vous utilisez. Voilà, utilisez un RPC d'Anchor. Non, je rigole. Mais, faites sûr d'avoir des listes d'RPC. Et puis voilà, Anchor, on est très agnostique, et on adore aussi la compétition, dans un sens où on travaille directement avec eux pour power plus la décentralisation. Et nous, notre ethos, c'est toujours de comment faire en sorte que les développeurs ont la meilleure user experience. Pas forcément en utilisant Anchor. Si c'est en utilisant quelqu'un d'autre, eh ben, on poussera à utiliser quelqu'un d'autre. Et je pense que ça fait aussi notre force, à quel point on est honnête avec les blockchains, et à quel point on leur dit aussi, prenez des autres infrastructures providers. Il faut de la redundancy. Euh, Et de mais la ouais, plus diversité, ouais. personnel, de la diversité, ouais. Et puis je pense plus personnel. Non, ça fait un plaisir. Merci CryptoPixel, et vraiment définitivement toutes les personnes qui souhaitent rejoindre la crypto, foncez-y. Je n'avais aucune knowledge technique avant de rentrer chez Anchor, et j'ai tout appris sur le tas. Donc s'il y a de la passion, vous y arriverez. Et vraiment très passionnant ce qui va arriver dans les prochaines années dans le monde de la crypto. Eh bien, merci à toi, Amos. On se retrouve très vite. C'était Picsou. Tchuss.